Merci, Madame la Présidente. Puisque c'est la première fois que je prends la parole ou la première fois que j'ai l'occasion de prononcer un discours, j'aimerais remercier mes voisins de Kitchener Centre de m'avoir fait confiance en tant que voix de notre communauté. Merci beaucoup. Je remercie également la centaine de personnes qui se sont jointes à ma campagne, qui ont cogné à des portes, qui ont fait des appels. Jackie, Devin, Ross, Joanna, Janet, Sophie, Scott, Wayne, Noah, Greg, Brendan et Jenna. Je vous remercie. Un merci spécial également à Mats pour son travail au cours des 3 dernières années et bien sûr à Asha qui a été ma directrice de campagne. Je ne serais ici sans vous. Une note personnelle maintenant, merci à ma mère, mon père, mes frères, Brad et Rob et ma sœur Emily. Vous m'avez appuyé à chaque étape, y compris lorsque c'était le temps de cogner à des portes et de faire des appels, et cela me donne le privilège que j'ai aujourd'hui de me prononcer sur le projet de loi C5. D'abord, j'aimerais commencer par les parties du projet de loi que j'apprécie, c'est-à-dire l'objectif déclaré de s'attaquer au racisme systémique dans le système de justice pénale du Canada. En ciblant les peines minimales obligatoires, je comprends que le gouvernement cherche à résoudre le problème qu'en 2020, bien que 5 % de la population adulte canadienne soit autochtone, ces derniers représentent 30 % des détenus dans les prisons fédérales. Et la proportion de délinquants autochtones admis pour une infraction passible d'une peine minimale obligatoire a presque doublé entre 2007-2008 et 2016-2017, passant de 14 à 26 %. Et qu'en 2018-2019, les détenus noirs représentaient 7 % de la population carcérale fédérale, mais seulement 3 % de la population canadienne. En abrogeant les peines minimales obligatoires dans ce projet de loi, je comprends l'intention du gouvernement de s'attaquer à ces injustices. Cela étant dit, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Les peines minimales obligatoires ne dissuadent pas le crime. Et toutes les peines minimales obligatoires contribuent au racisme systémique. Et pourtant, le projet de loi C5, tel que proposé, n'abroge qu'une peine minimale obligatoire sur 5 en totalité, donc 13 sur 73. Moins d'un tiers en totalité, 20 sur 73, et seulement 10 sur 28 que les tribunaux ont déjà jugé inconstitutionnels. Il semble donc raisonnable d'évaluer ce projet de loi comme un projet de loi de demi-mesure. Je suis en chambre depuis seulement 3 semaines et déjà j'ai entendu le mot réconciliation utilisé à maintes reprises. Mais sur ce sujet, j'aimerais lire l'appel à l'action 32 de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous demandons au gouvernement fédéral de modifier le code criminel afin de permettre aux juges de première instance, en donnant des raisons, de déroger aux peines minimales obligatoires et aux restrictions sur l'utilisation des peines avec sursis. Donc, aux députés qui disent appuyer tous les appels à l'action, dont j'en présume l'appel 32, que ce n'est pas ce que fait le projet de loi C5. De plus, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées indique « Nous demandons au gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux d'évaluer de manière approfondie l'impact des peines minimales obligatoires en ce qui concerne la condamnation et la surincarcération des femmes, des filles et des personnes 2S LGBTQIA autochtones et de prendre des mesures appropriées pour remédier à leur surincarcération. » Donc, la suppression des peines minimales obligatoires consiste en fait à placer notre confiance là où elle devait être depuis le début, dans le système judiciaire. Au lieu de peines minimales obligatoires, les juges chargés de la détermination de la peine seraient toujours tenus d'imposer une peine proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant et à la gravité de l'infraction, en tenant compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, notamment le risque pour la sécurité publique, mais également l'individu et son expérience du racisme systémique, du colonialisme
pour les personnes autochtones, les personnes noires et autres Canadiens racisés. Donc, un dernier argument. Ce projet de loi représente une occasion manquée. C'est-à-dire, même avec les peines minimales obligatoires abrogées, des Canadiens et Canadiennes seront incarcérés pour des crimes liés à la drogue et des personnes mourront toujours de leur dépendance puisqu'elles consommeront des drogues contaminées. Nous nous fions encore à une conception de la consommation de drogue datant des années 80 au lieu d'appliquer les conseils de santé publique très clairs d'experts qui nous disent qu'il faut décriminaliser les drogues, offrir un approvisionnement sûr et traiter cette question comme la crise de santé mentale et de toxicomanie que nous savons qu'elle représente. Rien que cette année, dans ma communauté, 120 personnes ont été empoisonnées par un approvisionnement en drogue contaminée. Ce sont des milliers de vies perdues au Canada, des morts qui auraient pu être prévenues. C'est pourquoi je soutiens les autres députés qui ont demandé au ministre d'envoyer le projet de loi en comité avant la deuxième lecture pour que la portée du projet de loi puisse être étendue. En conclusion, j'aimerais proposer 2 possibilités au gouvernement. D'abord, envisager d'élargir la liste des peines minimales obligatoires devant être abrogées par ce projet de loi afin de répondre à leur intention déclarée de lutter contre le racisme systémique. Et deuxièmement, de proposer des preuves claires que les peines minimales obligatoires actuellement incluses dans le projet de loi C5 réduiront en effet la surreprésentation des personnes noires et autochtones dans les prisons fédérales. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à souhaiter la bienvenue à notre nouveau collègue de Kitchener Centre à la Chambre des communes. Je le félicite pour son élection. Pour ce qui est du projet de loi, j'aimerais que mon collègue nous dise l'effet qu'aura les ordonnances de sursis pour permettre des solutions de rechange à ceux et celles qui se retrouvent dans le système de justice pénale et quel sera l'effet sur l'incarcération des personnes autochtones. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député pour sa question, le secrétaire parlementaire. Le député précédent a parlé beaucoup des ordonnances de sursis. J'aimerais plutôt axer mes commentaires sur l'augmentation du nombre de peines minimales obligatoires qui devraient être abrogées. Je pense que ce serait la façon la plus efficace, et c'est ce que les recherches démontrent, de réduire la surreprésentation des personnes noires et autochtones au sein du milieu carcéral canadien. L'honorable député de Brentwood-Frank. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais demander à mon collègue, pour ce qui est des peines de possession d'une substance illicite en vertu de la loi, à quel endroit, à l'article 4 de cette loi, parle-t-on de peine minimale obligatoire? J'aimerais un point de précision sur cette question. Je rappelle aux députés que ces questions doivent être posées à la présidence. Je donne l'occasion au député de terminer sa question, mais il doit la poser à la présidence plutôt que directement au député. En fait, j'aimerais que l'honorable député me dise où, à l'article 4 de la loi réglementant certaines drogues et autres substances, on parle de peine minimale obligatoire. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci à l'honorable député. Bon, ce que je tentais de présenter comme argument, c'est que lorsque les peines minimales obligatoires sont abrogées, les juges de première instance doivent tout de même tenir compte des circonstances dans la détermination de la peine et je leur fais confiance pour y arriver. James Bay. Le député de Timmins James Bay. Merci, Madame la Présidente. Le pensionnat indien de Sainte-Anne, c'est là où les enfants ont été torturés avec une chaise électrique. Il y a des milliers de pages
de preuves qui ont été supprimées. Et là, il y a une juge qui a indiqué que on a rejeté les accusations de torture parce que, à ce moment-là, torturer des enfants autochtones dans une chaise électrique, c'était une forme de divertissement pour les prêtres. Si on a encore ce type de point de vue en 2021, c'est-à-dire que le gouvernement a le droit de supprimer des preuves lorsqu'il s'agit des droits des Autochtones, alors comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une justice puisse être rendue au Canada? Le député de Kitchener Centre. Je remercie le député de sa question. Voilà pourquoi je suis si fière de travailler avec des députés comme ce dernier ou la députée du Nunavut, parce que la voix des Autochtones se fait de plus en plus entendre dans cette enceinte. Et voilà pourquoi j'ai parlé de la Commission de vérité et réconciliation et de l'enquête nationale aussi, parce qu'il faut que les voix autochtones se fassent entendre directement et les appels à l'action doivent être répondus.